Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro de The Brave and the Bold, toujours avec l'ami Anto, toujours cette fine équipe, le Brave et le Bold. On sait du coup toujours pas qui est le Brave et le Bold parce qu'on s'était planté la dernière fois, mais c'est pas grave, on peut alterner une fois toi, une fois moi, il y aura pas de jaloux. Voilà, il y aura pas de jaloux. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une série de comics qui va être adaptée très prochainement sur Netflix ou alors qui est déjà adapté sur Netflix, ça dépend à quel moment vous allez regarder la vidéo. Donc cette série de comics, c'est Jupiter's Legacy, voilà, Anto les a en 2 tomes chez nous en France, que vous pourrez retrouver chez Panini Comics, mais vous aurez toutes les infos dans la description. Jupiter's Legacy, c'est écrit par un monsieur qu'on ne présente plus dans l'industrie des comic books, c'est monsieur Mark Millar. Donc Mark Millar, il a aussi bien travaillé chez les Big Two, donc chez Marvel, il a fait le très connu Civil War, il a travaillé aussi sur les Ultimates, l'équivalent des Avengers dans la version Ultimate chez Marvel. Il a aussi fait Old Man Logan. Chez DC, il a travaillé sur Superman également. Et puis, il a aussi fait d'autres trucs qui ont été adaptés au cinéma que vous devez connaître, mais vous savez pas que ça vient de comics certainement, ou peut-être que vous le savez. Il a fait, Kingsman, il a fait également Kick-Ass, voilà, il a fait plein de trucs hyper connus, hyper populaires, et c'est un grand monsieur des comics. Et dernièrement, via son label le Millar World, qui est rattaché à Netflix maintenant, il a créé des comics qui sont adaptés ou qui vont être adaptés, ou alors qui pour le coup devaient être adaptés et ont été mis en stand-by. Et quand je vous parle de ça, il a fait notamment ces deux trucs-là, qui sont Magic Order, ici, avec Olivier Coipel au dessin, une histoire sur une famille de magiciens. Et il a fait aussi Prodigy, avec Raphaël Albuquerque au dessin. Et là, on va suivre un mec qui est un génie, clairement, c'est un crack. Le mec est capable de tout faire. Et vous allez le suivre dans ses différentes aventures. Mais aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur Jupiter's Legacy. Et Anto va nous parler du coup de la personne qui accompagne Mark Millar au dessin sur cette série. Ouais, exactement. Alors, Millar, il s'associe toujours de très très grands noms en général pour s'entourer dans ses œuvres, que ce soit Millar World ou même Marvel et DC, comme tu l'as dit. Dans tous les noms que tu as cités, dans tous les comics que tu as cités, il y a toujours un auteur, un dessinateur très fort, que ce soit Brian Hitch, Steve McNiven, voilà, il y a toujours des très grands noms. Du coup, là, pour ce projet-là, il a décidé de s'associer à un habitué, on va dire, de Grant Morrison, Frank Whiteley, qui est un auteur assez réputé quand même sur le marché du comics et qui pour autant a un style extrêmement, on va dire, très indé. C'est-à-dire qu'il n'a pas un style très mainstream, il a un dessin qui met en avant des personnages dans une morphologie assez atypique, avec un trait un peu en apparence saccadé quand il dessine ses personnages. Du coup, le choix a été assez surprenant pour un titre du Millar World qui, comme tu l'as dit, est plutôt destiné à être grand public et à cibler des gens qui vont regarder ensuite des productions, que ce soit séries ou films. Et Frank Whiteley, pour un bref historique de sa carrière, alors j'ai pas lu tout ce qu'il a fait, clairement pas, loin de moi. J'ai lu quelques œuvres que je peux vous citer comme ça de nom pour vous donner une idée de la représentation quand même du bonhomme. C'est notamment les X-Men, les New X-Men de Grant Morrison, avec qui il a collaboré du coup sur plusieurs vingtaines de numéros. On a notamment le Justice League L'Autre Terre aussi, qui a un one-shot centré justement sur la rencontre entre la Justice League qu'on connaît et le Crime Syndicate, le syndicat du crime, donc la Justice League de Terre 3, qu'il a là aussi entièrement illustré. Il a aussi dessiné, il faut le dire, l'excellentissime, en tout cas à mes yeux, All-Star Superman, une histoire complète qui met en avant justement la bonté et la bienveillance de Superman et les incroyables travaux qu'il a pu faire dans sa carrière. Et justement, transition toute trouvée, puisque Whiteley, on a vu qu'il dessinait à merveille ce genre de personnage un peu boy scout et un peu fondateur. Et ben dans Jupiter's Legacy, on va retrouver un peu ce genre de personnage-là, dans la mesure où Millar met en avant une espèce de famille ou de groupe de héros de l'âge d'or, des années 30-40, qui va se rendre sur une île perdue au milieu de l'océan pour justement récupérer des pouvoirs incroyables. Et avec ces pouvoirs, ils vont rentrer sur le continent américain et ils vont essayer d'instaurer une espèce de de nouvelle façon de penser, le New Deal quelque part de Roosevelt finalement appliqué à la société américaine de super-héros.
Et à travers ça, Millard va développer une histoire de famille, de génération, des enfants de ces héros qui vont grandir dans une société où tout est plus ou moins propre, tout est plus ou moins bien rangé grâce à l'intervention justement de cette Justice League. Et du coup, il va y avoir une espèce de confrontation entre les deux, et de ça va découler tout un flot de questionnements sur la politique, sur l'activité des super-héros, sur leur importance aux yeux du public en quelque sorte. Et du coup, Millard va s'amuser avec des thématiques qu'il avait déjà traitées dans The Authority, que tu n'as pas mentionné du coup, mais du coup c'est intéressant parce que c'était l'œuvre la plus proche de Jupiter's Legacy, mais aussi tout ce qui concerne tout simplement la vie civile de ces personnages, leur peur, leur sexualité aussi, et leur vie secrète en quelque sorte. C'est vrai, là, tu as fait un premier résumé de l'œuvre, plutôt très complet d'ailleurs. Pour en revenir rapidement, moi, sur les dessins de Frank Quitely, c'est vrai que quand j'avais lu All Star Superman, c'est vrai que son trait, moi, il me parle pas vraiment. J'ai l'impression qu'en fait, les dessins, quand je regarde, j'ai l'impression que c'est pas terminé, ou alors qu'il a fait ça, tu sais, comme une espèce d'esquisse, une première version, et qu'il va ensuite retoucher derrière. Et c'est vrai que c'était pas un dessin qui me parlait forcément. Et quand j'ai commencé à lire Jupiter's Legacy, j'ai encore eu cette impression, c'est-à-dire que ça m'a fait la même chose que pour All Star Superman. J'ai vraiment pas accroché au dessin. Alors après, c'est pas non plus horrible, faut pas abuser, mais moi c'est pas un dessin qui me parle, c'est pas un truc très moderne, je trouve, pour le coup. C'est vraiment pas moderne comme trait. Et mais c'est pas comment dire, ça ne nuit pas au récit, je trouve. Tu sais, parfois il y a des dessins qui te sortent du récit. Là, pour le coup, je trouve pas. Effectivement, on peut aimer ou ne pas aimer, mais ça sort pas non plus du récit, j'ai trouvé. Pour en revenir à l'histoire, tu t'expliquais très bien que c'est au travers de ces super-héros-là, c'est vraiment les histoires de famille, les relations entre les uns et les autres, leurs amours, leurs galères, et surtout, en fait, la problématique de Jupiter's Legacy, et qui est bien résumé, je trouve, dans une espèce... Je sais pas, parce que moi, je l'ai lu en VO, donc en fait, si tu veux, à la fin de chaque issue, t'avais la même phrase qui disait, en gros, les super-héros ont fait de grandes choses, mais est-ce que leurs enfants sont capables de les suivre et de faire pareil ? Et en fait, c'est un petit peu ça l'histoire, c'est de voir, est-ce que quand on est enfant et descendant d'un super-héros, est-ce que on va être aussi bon, et est-ce qu'on va réussir à porter le costume aussi bien que ses parents ? Et en fait, on va se rendre compte dans cette histoire-là que les enfants des super-héros, donc on va pas parler de tous les enfants, parce que il y en a 3, si je me souviens bien, qui reviennent beaucoup. 3, il y en a 4, on va dire. Il y en a 4 parce que t'as les 2 enfants du couple principal, t'as leur cousin, et ensuite t'en as un qui est le fils d'un héros un peu oublié, on n'expliquera pas pourquoi, mais en gros, voilà, t'as 4 descendants, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, pour le coup, eux, c'est un petit peu la dérive de la société, c'est-à-dire que eux, quand leurs parents avaient des idées nobles, eux, en fait, ils sont fils de super-héros un peu pour la notoriété, pour le côté glamour, pour le côté on va être riche grâce à ça, et ils se fichent un petit peu des choses qu'ils doivent faire en tant que super-héros eux-mêmes. Des conventions. Voilà, exactement. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et puis j'ai retrouvé des thèmes qu'aime bien Millard, comme tu disais, c'est-à-dire le côté famille. Par exemple, dans Magic Order, que j'ai cité tout à l'heure, ça tourne aussi beaucoup autour de la famille. Il aime vraiment travailler ces sujets-là, Mark Millar. Et donc moi, pour le coup, j'ai vraiment accroché avec cette histoire. J'avais peur quand j'ai vu les dessins, mais l'histoire, ça m'a vraiment comblé. Et ça m'a confirmé dans le fait que j'adore Mark Millar. Ouais. C'est un de tes auteurs préférés aussi grâce à ce genre d'œuvre-là. Le souci, moi, pour le coup, que j'ai avec Millard, c'est-à-dire à l'inverse de toi, c'est que je trouve que malheureusement, la plupart de ces histoires sont un peu rapides en termes d'exécution. Tu parlais de la dérive des personnages. J'ai beaucoup aimé cet axe-là dans l'histoire, et on n'en dira pas plus pour pas spoiler évidemment les rebondissements de l'intrigue. Mais je trouve que ce sont des événements qui sont très peu développés sur le long terme, où tout va assez vite dès le premier tome, pas seulement dans le deuxième, mais dès le premier tome, tout va assez vite, et les personnages sont finalement des loques, pour certains au début, mais ils deviennent,
pour d'autres très rapidement des héros, ou en tout cas ils reviennent très vite dans le droit chemin. Et j'aurais aimé pour ce genre de titre qu'il y ait peut-être un peu plus de temps passé sur le développement de cette vie un peu de débauche qui nous vend justement dans son pitch. Alors on comprend hein, très vite parce que voilà, ce sont des œuvres qui malgré tout, malgré leur côté indépendant, restent formatés à un format vraiment précis. Donc là on est sur 6 numéros à chaque fois. Donc en effet, il se prive, je pense, peut-être de certains développements, ce qui a justement un défaut quelque part de son écriture qui a tendance à revenir assez régulièrement et qui pour moi est, voilà, je trouve un peu dommage puisqu'il a vraiment un vrai talent, comme tu dis, il a un univers à lui et ses créations sont toujours ont toujours un pitch très accrocheur, mais malheureusement c'est peut-être ce qui me fait pêcher un peu dans Jupiter's Legacy, ce qui n'était pas le cas par exemple dans Kick-Ass. C'était une autre de ses œuvres où je trouvais qu'en 3 tomes il développait beaucoup plus le background psychologique de ses personnages que dans Jupiter's Legacy. Mais moi, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'en fait, on peut distinguer les 2 tomes. En fait, le premier, c'est vraiment plus de l'exposition, de la présentation des personnages principaux qu'on va retrouver par la suite. Et le deuxième, c'est vraiment beaucoup d'action pour le coup. Et là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, on te présente des persos au tout début où tu te dis, ouais, bon, bah, ils ont rien à voir avec leurs parents, ils en ont rien à faire d'être des super-héros, d'avoir des pouvoirs et compagnie. Et puis, très rapidement, hop, t'as un retournement de situation, ils se rendent compte que les mecs... surtout un personnage va se rendre compte que non, il faut revenir à ce que faisaient nos parents, il faut protéger les gens, etc. Ce que j'ai bien aimé, c'est que dans le couple iconique des parents, donc Utopian et Lady Liberty, qui sont le couple phare de l'équipe, ils vont avoir 2 enfants. Et ce que j'ai aussi aimé, c'est que ces 2 enfants-là vont avoir 2 trajectoires différentes, malgré le fait qu'au départ, ils ont sensiblement les mêmes idées, c'est-à-dire qu'ils s'en foutent un peu de ce qu'ont fait leurs parents avant, ils veulent pas suivre leur chemin, mais tu vas bien voir que par la suite, les 2 vont suivre 2 chemins différents, et j'ai vraiment bien aimé ce côté-là, du côté en mode, on peut être de la même famille, mais on n'a pas forcément les mêmes idées au final, et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Le méchant, je le trouve... le côté mentor qu'il peut avoir sur un des 2 enfants, j'ai trouvé ça hyper bien trouvé, surtout quand on sait qui il est au final. Donc non, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Après, effectivement, t'as pas tous les persos qui sont développés de la même manière, parce que t'en as certains qui ont plus de lumière que d'autres. J'ai bien aimé la petite révélation sur le mari de Chloé, qui est la fille de Utopian et de Lady Liberty, de se rendre compte de qui il est au final. Parce qu'au début, on nous le vend comme un mec un peu lambda, mais finalement, quand on se rend compte de qui il est, c'est plutôt bien trouvé. J'ai bien aimé ce revirement de situation. Et non, pour le coup, moi, j'ai vraiment bien apprécié ce truc-là, même ensuite par la 3e génération, parce que finalement, c'est une histoire qui se déroule sur 3 générations. T'as la première équipe, donc qui s'appelle The Union, l'Union. Ensuite, t'as les enfants, et ensuite, t'as les petits-enfants. Et j'ai vraiment bien aimé cette histoire sur 3 générations. En effet, c'est un des points forts du titre pour le coup. Là où je te rejoins, c'est par rapport en effet à la présence de l'action, qui est en effet très centrée sur le 2e tome. Mais alors moi qui l'ai lu pour le coup il y a un bail, je pensais un peu comme toi au début, j'étais en mode 1er tome exposition, 2e tome action. Et en fait, en le relisant du coup pour notre émission, je me suis rendu compte que finalement le 1er tome était plus rythmé que dans mes souvenirs, tu vois. Donc mine de rien, il a quand même aussi réussi à bien dispatcher son intrigue et à laisser des portes ouvertes, parce qu'évidemment on parle de super-héros depuis tout à l'heure, mais Millar est un fan de super-héros, il a grandi avec ses histoires, et il sait aussi placer des petites graines sur l'origine des pouvoirs de tous ces héros, qui sont finalement, on le laisse entendre depuis tout à l'heure, assez nombreux, mais à l'échelle d'une Justice League, enfin de DC Comics ou de Marvel, ils sont assez réduits. On nous explique à plusieurs reprises qu'ils sont une 50aine, 60aine, centaine à tout casser, et du coup que ça a un intérêt par rapport à l'histoire qui va développer dans un 3e volume qui est en préparation à l'heure où on tourne cette vidéo. Donc après avoir bien exposé toute cette partie, comme tu l'as dit, génération, humanité de ces héros, on sent qu'ils se laissent des pistes un peu science-fiction, sans trop en dire, pour développer les origines un peu de leur pouvoir, quoi. Parce que finalement, tout reste à éclaircir. C'est vrai. Et pour revenir un peu sur le côté action, moi je m'attendais peut-être à plus de... visuellement, à ce que ça castagne plus. Tu sais, je m'attendais à un truc en mode... pas forcément comme The Boys qui est hyper trash, mais un truc entre les deux. Tu sais, que je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait des... Surtout quand tu vois l'intrigue et qu'on t'annonce ce qui va potentiellement se passer. Tu vois, notamment pour un personnage comme Utopian,
tu comprends finalement ce qui va se passer pour lui. Je m'attendais à plus de castagnes, plus de trucs comme ça. Et c'est vrai que parfois je suis resté un petit peu sur ma faim. Voilà, moi je crois que j'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire sur ce truc-là. Je sais pas si toi tu voulais ajouter un truc. Oui, alors par rapport à l'action, il faut savoir alors que ça s'adresse quand même, enfin ce qu'on fait là, ça s'adresse aussi à des gens, à des nouveaux lecteurs, des gens qui vont peut-être débuter les comics avec ça. Faut savoir que c'est pas non plus un comics à mettre entre toutes les mains. Il y a beaucoup de scènes assez crues. Alors comme tu dis, c'est pas forcément Frank Whiteley, pas forcément le meilleur pour dessiner des scènes d'action, hein, je suis tout à fait d'accord. Mais malgré tout, il arrive quand même à laisser transpirer une certaine cruauté de certains personnages et puis une violence aussi dans les combats qui ont lieu. C'est jamais non plus trop grandiloquent, en tout cas pas sur le long terme. On sent qu'il a un peu de mal avec ces scènes-là, mais malgré tout, il y a quand même des passages un peu costauds. Donc faites attention parce que c'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est un comics que je conseillerais plutôt à partir de 14-15 ans quand même, bien tassé, pour bien profiter des thématiques qui sont développées et puis pour les scènes, comme je disais, voilà, un peu particulières, quoi. Voilà, exactement. Et bien pour finir, moi je dirais juste que si vous aimez les histoires de super-héros où il y a aussi un côté famille qui est vraiment hyper bien développé, je trouve, et finalement tous les persos ont un rapport les uns avec les autres, bah, foncez, moi je vous le conseille. Et on va passer aux notes, Anto, si tu le veux, et ensuite on verra quel autre conseil lecture on peut avoir pour compléter cette série. Donc moi je dirais que... non, tu sais quoi, comme la dernière fois j'ai commencé, je vais te laisser toi mettre tes notes en premier. C'est moi qui prends le Stormbreaker aujourd'hui, c'est toi qui prends le bouclier. Non, tu prends le bouclier. Non. Tu m'as déjà pris Mjolnir dans Endgame. Tu vas pas encore me prendre tu vas pas me le reprendre aujourd'hui. Ça m'embête parce que tu me mets pas les demi-boucliers, donc moi j'adore les demi. J'avais mis 4 sur 5 de mémoire à Sam Wilson, qui était une lecture que j'avais vraiment adorée. Mais j'ai peut-être un peu moins kiffé Jupiter's Legacy, mais malgré tout je donnerais la même note parce que ça mériterait pas en dessous de 4 sur 5. Mais en même temps je mettrais pas plus pour les quelques défauts que j'ai énoncés, c'est-à-dire une histoire un peu rapide et une dramaturgie qui est peut-être trop dans le rebondissement, dans le twist et qui prend pas vraiment le temps d'expliquer les conséquences. Donc je dirais un bon 4 sur 5. Eh ben écoute, moi je vais être d'accord avec toi, je vais aussi mettre 4 sur 5, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Moi le 4 sur 5 c'est plus pour le dessin qui m'a pas marqué autant que je l'aurais espéré dans une histoire que j'ai beaucoup aimée. Et aussi comme tu dis sur le fait que par moments soit un petit peu rushé, même si moi pour le coup j'ai vraiment adoré toute l'histoire, j'ai vraiment adoré. Donc 4 sur 5 pour moi, 4 sur 5 pour toi. Parfait. Foncez. Je vais pas t'emmerder au montage. Voilà, exactement. Et bah du coup, pour finir cette vidéo, Anto va vous proposer d'autres conseils lecture ou même d'autres médias pour poursuivre si vous avez aimé Jupiter's Legacy. D'ailleurs, regardez la série si vous avez aimé les comics ou alors si vous venez de regarder la série, n'hésitez pas à lire les comics, ça peut être intéressant. Et vas-y Anto, je te laisse conclure pour les conseils. Bon, je vais parler vite fait de trois titres, enfin 2 titres et un film pour le coup, et puis je vais conclure très rapidement avec ça, parce qu'on n'a pas parlé pour l'instant, mais on conclut un peu là-dessus tous les deux, vu qu'on l'a lu aussi tous les deux. Donc très rapidement, un petit conseil si vous aimez du coup Jupiter's Legacy. Alors on tranche avec le côté justement un peu cru pour passer à de l'animation, Les Indestructibles, qui est un excellent film d'animation sur le genre super-héroïque et qui, à sa manière, rend aussi un peu hommage à tout cet âge d'or des héros un peu iconiques des années 30-40 qui vont évoluer et qui vont arriver dans une société où ils sont finalement un peu rejetés, où les événements font qu'ils sont à des croisements de leur vie, où la société ne les met pas forcément en avant. Et c'est exactement ce qui se passe dans Les Indestructibles, qui est un film d'animation qui propose un sous-texte très adulte en filigrane et qui est très réussi à ce niveau-là. Deuxième titre, là aussi pas très connu, mais c'est bien dommage parce que c'est un auteur quand même de renom, de Jeff Lemire, c'est Black Hammer. Black Hammer, c'est une série qui est en 4 tomes pour l'instant chez Urban et qui met là aussi en avant un groupe de super-héros issus de ces années-là, donc une époque un peu pulp, idolâtrée, et qui là aussi va être en confrontation avec une problématique assez terre-à-terre, assez dure. Ici, c'est une question d'univers, puisqu'en fait, du jour au lendemain, ils vont se retrouver perdus dans un univers qui ressemble au nôtre, dans une ferme, à pas pouvoir en sortir, alors qu'ils viennent d'un univers justement
justement de super-héros colorés, costumés, qui vivent des aventures de dingue. Là aussi, c'est une œuvre très référencée qui fait la part belle un peu à toute cette mythologie super-héroïque et qui s'inscrit un peu dans cette lignée de scénario qu'essaie d'instaurer Millar, justement. Donc là, très très bien aussi. Et puis le dernier, ce serait, actualité oblige, mais finalement, c'est quand même assez lié, c'est Invincible. Invincible, c'est qui sort en intégrale en ce moment chez Delcourt. C'est voilà cette histoire d'un jeune homme qui va devenir un super-héros parce que il a le sang de son père, donc Omni-Man, qui est le plus grand super-héros du monde, l'équivalent de Superman et donc de Utopian, dont on a parlé tout à l'heure. Et Mark va essayer de faire ses preuves, d'être indépendant et de dépasser un peu l'héritage de son père pour s'affirmer en tant que héros. Et on retrouve une écriture un peu à la Millar, c'est-à-dire que Robert Kirkman, l'auteur, met en avant cette écriture un peu série télé, c'est-à-dire qu'il y a plein de rebondissements tout le temps, il y a des enjeux à chaque fois qui sont plus forts les uns que les autres. L'avantage qu'a Invincible, c'est que c'est une série qui est plus longue, qui peut s'installer sur la durée, qui développe ses personnages sur le plus long terme, donc c'est un petit avantage par rapport à Jupiter's Legacy, mais grosso merdo, vous retrouvez une ambiance quand même qui est assez proche de ce que vous pouvez lire dans Jupiter's Legacy. Voilà. Et puis du coup, si tu veux qu'on dise 2 mots rapidos sur Jupiter's Circle, vas-y, je te laisse commencer. Jupiter's Circle, en fait, c'est un truc en complément qui permet de se rendre compte de la jeunesse de l'équipe, donc de l'Union, de cette équipe qui est finalement une Justice League, de se rendre compte de comment ils étaient plus jeunes. Et c'est sympa de voir qu'en fait, il a quand même fait un rappel en mode... vous les avez vus dans Jupiter's Legacy, c'était les meilleurs héros du monde, ils sont tous droits et compagnie. Mais en fait, quand tu regardes plus jeune, eux aussi, ils avaient des défauts. Et en fait, il va s'attarder sur chaque perso et tu te rends compte que finalement, même si aujourd'hui, c'est des légendes vivantes et tout le monde les respecte parce qu'ils font très bien leur travail et que grâce à eux, la Terre est en paix, et en fait, quand ils étaient plus jeunes, eux aussi ont connu quelques moments de doute, n'ont pas forcément toujours fait les bons choix, et j'ai trouvé ça intéressant. Alors après, je trouve c'est dispensable, c'est-à-dire qu'on peut comprendre Jupiter's Legacy sans lire Jupiter's Circle, mais c'est sympa pour en apprendre un petit peu plus sur l'origine de ces persos-là. Et visuellement, j'ai beaucoup aimé, j'ai préféré d'ailleurs visuellement Jupiter's Circle à Jupiter's Legacy. C'est marrant ce que tu dis parce qu'en effet, les dessinateurs qui sont appelés pour cette œuvre, donc notamment, je crois que c'est Wilfredo Torres, si je ne dis pas de bêtises, qui a un style justement, Wilfredo Torres, qui a un style très Darwin Cook. On en parlait en off, mais en effet, il a un style très Darwin Cook, c'est-à-dire qu'il a un style très minimaliste, mais qui rend hommage à ce côté pulp justement des années 30-40, à une époque un peu insouciante où les héros étaient portés au nu. Et justement, c'est à lire, je pense, en complément d'un travail comme Watchmen, par exemple, ou même le préquel, là aussi, de Watchmen, donc les Minutemen, écrit et dessiné par Darwin Cook, qui là aussi faisait la part belle aux problématiques très personnelles de ces héros et qui montrait cet âge d'or de l'équipe du coup des Watchmen dans les années 40-50 avec tout le poids politique de leurs décisions, le fait qu'ils soient passés à travers plusieurs guerres et puis le fait qu'ils n'assumaient pas forcément certaines caractéristiques de leur personnalité parce que la société leur permettait pas. Et là c'est complètement dans cette veine-là. Hein, pour le coup, je pense que c'est même un petit hommage à tout ça d'ailleurs. Donc, à lire en complément, clairement. Très, très exactement. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. On va pouvoir conclure cette émission. Merci encore, Anto, comme d'hab. Merci à toi. On a passé le premier numéro, donc ça c'est cool. Ouais. Comme je vous ai dit, en description, vous aurez tous les titres avec le prix, où les acheter, comment les trouver. Vous aurez également le lien vers la chaîne d'Anto si vous voulez vous abonner à la chaîne d'Anto. Et puis je vais laisser Anto vous dire au revoir. Moi je vous dis salut, à la prochaine. Et Anto, je te laisse conclure. Merci à tous, merci pour vos retours très constructifs sur la première vidéo également, ça nous a fait très plaisir, je pense à toi aussi du coup. Et puis du coup on se retrouve pour un troisième numéro si le cœur vous en dit, et puis passez une bonne fin de journée, une bonne journée. Voilà.